C'est une vraie séance de psychanalyse. Non, mais... je vais apprendre plein de choses sur moi. Je dis que c'est un rêve de gosse parce qu'on en fait beaucoup en ce moment. Ça fait un peu 2 ans qu'il n'y a que des rêves de gosse toutes les semaines qui arrivent, c'est-à-dire partir en tournée, faire des concerts tout le temps, sortir un album, comment être entouré d'une équipe. L'écriture de la musique, c'est un rêve de gosse, mais c'est aussi une reconnaissance. Pour moi, ça fait 10 ans que je fais de la musique, ça fait 10 ans que je fais des bars, des restaurants, des trucs comme ça. J'ai pas fait que des grosses scènes, il y a plein de gens qui nous appellent Industrie Plante sur les réseaux sociaux, mais qui savent pas en fait, qui derrière il y a des passés, et ça c'est un peu le cas pour tout le monde. Et du coup, l'écriture de la musique, c'est une reconnaissance de ça. C'est un peu, voilà, se dire qu'on n'a pas fait de la musique pour rien, et qu'est-ce que j'en attends après? Moi j'attends surtout déjà le fait d'y être, c'est déjà génial. C'est une chance, tous les artistes n'ont pas cette chance. Ça donne aussi une exposition considérable à l'album, et plus à l'album qu'à moi-même, c'est ce qui serait génial. L'Olympia, c'est plus un rêve de gosse encore, c'est ça. Parce qu'à 16 ans, j'avais fait une promesse à mon grand-père, on est à Boulogne-sur-Mer, donc on connaissait personne dans la musique, il y avait un truc un peu comme ça, et puis à 16 ans, j'ai fait la toute première chanson que j'ai jouée devant mon grand-père, et il m'a dit ah, c'est cool, mais faut faire l'Olympia pour voir si ça se valide, quoi. Mais c'était une blague. Et du coup, moi, je lui ai tapé dans la main naïvement, comme ça, je lui ai fait ok, pas de soucis, papy, on fera l'Olympia. Et finalement, je me suis retrouvé 10 ans après à l'Olympia, donc là, c'est pour le 15 décembre 2026, et j'ai un peu hâte, en effet. Un premier album, pour moi, c'est une tentative. Moi, je considère mes sorties comme des tentatives. On sait jamais quand on sort une chanson si elle est bien ou pas, on sait jamais si elle est finie. Il y a un truc un peu comme ça aussi. Moi, j'ai un éternel perfectionniste, et si jamais je m'écoute, je ne sors plus jamais rien. Donc là, l'album qui sort, enfin, c'est un moment donné où je me suis dit, voilà, c'est une ouverture à un nouveau chapitre. Et puis, il est comme ça. Peut-être que je regretterai certaines parties de ce chapitre-là, mais par contre, ça me permettra d'en faire un deuxième après. Et puis en plus, l'album, moi, je le prends un peu comme un contenant, plus que une œuvre. C'est-à-dire que moi, si jamais ça ne tenait qu'à moi, je sortirais les chansons une par une, et j'en ferais 10 par jour, comme ça, que je posterais n'importe comment. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut un contenant, il faut quelque chose, un contenant avec du contenu, comme on dit. Donc voilà, j'ai fait un album pour ça. Aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup d'artistes. On est tous un peu auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'est génial. Et il y a un truc où c'est ce qui fait qu'on peut fabriquer dans l'intimité, c'est qu'on a du matériel pour le faire. À l'époque, il fallait aller en studio, il fallait comment enregistrer sur des bandes et tout. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais, là, je parle comme si j'avais 50 ans. Mais on parlait ça quand on voyait sur les documentaires que c'était ça à l'époque. Là, aujourd'hui, dans mon intimité, c'est vrai que dans ma cuisine, moi, j'ai mon petit studio. Et comme je ne sais pas cuisiner, je cuisine de la musique. C'est aussi stupide que ça, mais ça marche. Donc voilà, au moins, j'en fais une pièce utile. C'est vraiment un aspect fort de la génération, je pense. Plus que négatif. On assiste aussi à des moments où les gens chantent en murmurant pour pas déranger les voisins. C'est pour ça que moi après je suis quand même allé en studio, donc j'ai pas fait tout dans l'intimité pour pouvoir envoyer un peu plus de voix. Travailler dans l'intimité, c'est avoir la chance de faire ce qu'on veut aussi, d'être tout le temps sur le plan de travail, de pas avoir besoin de se déplacer, donc dès qu'on a une idée, elle vient comme ça, on fait hop, j'ai un truc qui me vient pour les paroles, j'écris directement et je l'enregistre après. C'est une liberté totale et une autonomie forte, ouais. Je pense qu'il y a un moment où Sam Sauvage était un personnage quand moi j'étais mal dans ma peau au lycée, au collège, je cherchais un peu, donc il a un peu remplacé Hugo le temps des années collège, le temps des années lycée, quand c'était difficile de s'assumer. Et puis maintenant, avec le temps, ça se réconcilie pas mal, parce que maintenant je me sens bien dans ma peau, bien dans mes chaussures, je suis à l'aise avec ça. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de distinction, mais surtout dans mon processus de création, encore moins, parce que moi, mes yeux, c'est pas ceux de Sam Sauvage ou de Hugo, c'est mes yeux. Quand j'écris sur le monde, quand j'écris sur ce que je vois, quand j'analyse et que j'en fais une chanson après, c'est vraiment, moi, je suis dans la foule. Je ne suis pas en dehors, ni au-dessus, avec un regard prédominant, ni en dessous, en situation d'infériorité. C'est vraiment un truc où moi je suis avec les gens et j'écris pour les gens. Pour moi, l'alias Sam Sauvage, ça a été temporairement une carapace, une petite protection. Mais c'est-à-dire, mais comme n'importe quel adolescent au lycée qui est mal dans sa peau, qui a un peu trop d'acné, qui plaît pas aux filles, qui a pas de copains, c'est un peu dur, quoi. Et il y a un truc où, quand on sort du lycée, on se rend compte qu'il y a d'autres gens comme nous. Donc en fait, cette carapace qu'on se donne, cette façon de parler, un peu ce faux charisme caché derrière un costard-cravate, il y a peut-être que le costume que j'ai gardé de l'adolescence. Tout le reste, je l'ai un peu jeté. Et maintenant, je suis redevenu moi-même, j'ai plus besoin d'en faire des caisses. Il y a plein de gens qui me parlent de costumes en personnage et même carrément, parce que c'est tout à fait juste de dire ça aujourd'hui, que c'est une image presque marketée quoi, de ce qu'on veut vendre de la musique. Moi, c'est pas vraiment ça du tout, mais je laisse libre de le penser. C'est-à-dire que chacun son interprétation. Moi, j'ai commencé à m'habiller comme ça dès le collège, même juste avant la musique. J'ai cru qu'en mettant ça, en fait, je voulais me faire oublier dans la cour. Parce que comme on suit chez moi et que j'étais un peu grande-père, avec la voix qui mue, pas bien, tout ça, je voulais un peu me faire oublier. Je me suis acheté des vêtements en me disant, ok, je m'habille un peu comme un croque-mort, et puis
tout le monde me mettra sur le côté. Et finalement, en faisant ça, tout le monde m'a regardé encore plus. Donc après, je me suis dit, bon voilà, il faut faire une carrière d'artiste, au moins tu vas te faire applaudir pour ça. Je suis pas prêt de changer. En plus, chez moi, de toute façon, il n'y a qu'à venir chez moi. Il y a des chemises blanches, des chemises noires, des cravates. Il y a la cravate qui change de temps en temps, mais sinon... Et les chaussettes rouges qui lient tout, bien sûr. Je parle beaucoup du manque de confiance en soi parce que je pense que c'est quelque chose qui traverse beaucoup les gens. Et moi, ça m'a traversé et ça m'a pas empêché après de faire des scènes de 1000 personnes, de 10 000 personnes devant les Francophilies de La Rochelle, des choses comme ça. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de toujours surmonter ses peurs, d'aller plus loin et de dire aux gens qu'il y a de l'espoir partout. Quand je fais une chanson horriblement triste, terrible, à la fin, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui dit aux gens que malgré tout, tout est possible. Moi, avec La fin du monde, c'est ce qui s'est passé quand je l'ai sorti, et le titre a été accueilli par les radios, par les gens aussi qui l'avaient bien aimé. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. Malgré certains qui me disaient que ça ressemblait aux Inconnus, ça me faisait beaucoup rire. Avec C'est toi que je t'aime. Mais je trouvais ça hyper drôle. Moi, La fin du monde, c'est justement, à la fin, alors oui, je dis que c'est la fin du monde, l'actualité, surtout aujourd'hui, c'est important d'avoir un message d'espoir pour ça. Et à la fin de cette chanson, je dis justement, c'est l'ouverture vers un nouveau monde. Parce que moi, je pense qu'il y a une génération de jeunes qui est en train de créer un nouveau monde, et malgré la guerre, que ce soit partout, Russie, Gaza, la totale, tout ce qui nous arrive, il y a une ouverture vers un nouveau monde qu'on est en train de se faire. Il y a une jeunesse qui se bat pour ça, donc oui, c'est important je pense que chaque chanson, même les chansons d'amour aujourd'hui, elles donnent de l'espoir. Quand on dit continuer à danser avec le chaos autour, bah moi c'est ce que j'ai vu en tant que jeune de 25 ans. C'est vrai, en tant que jeune de 20 ans, même quand j'allais en boîte au Supersonic à Paris, ça me faisait rire parce que toute la journée, moi je m'étais tapé une journée terrible avec des infos, la guerre en Ukraine commençait, il y avait des trucs de dingue avec le président américain qui fait n'importe quoi, encore plus aujourd'hui, des trucs de fou. Et puis après moi le soir, du coup on sort un peu complètement déprimé, et je vois tout le monde danser qui a l'air vraiment d'avoir passé une super journée. Et en fait c'est pas qu'ils ont passé une super journée, c'est qu'ils ont besoin de passer une bonne soirée après la journée qu'ils ont passée. Et il y a vraiment cette nécessité de s'amuser. En fait la jeunesse, elle a besoin de ça. On la critique souvent parce qu'elle est feignante, on la critique parce qu'elle est inintéressante, on la critique parce qu'elle fait des TikTok stupides, des choses comme ça. Moi je trouve que c'est une erreur parce que si on va regarder un peu plus loin que le bout de son nez, tous les TikTok, tous les trucs un peu inintéressants, tous les humours un peu stupides et tout, déjà tout le monde l'a fait quand on est jeune, on est tous un peu débiles quand on est jeune, on dit des trucs un peu débiles, ça arrive. Et en fait comment danser, c'est ça aussi, c'est pas que danser, c'est s'exprimer, dire des bêtises, dire des trucs qu'on regrettera dans 20 ans peut-être, mais il faut le dire. On peut pas célébrer l'espoir et la jeunesse et le combat contre la fin du monde, et en plus célébrer l'amour. Non, mais chacun son rôle. Il y a plein d'artistes qui le font déjà très bien. Je suis pas capable de faire une chanson d'amour depuis 10 ans. Une chanson d'amour qui se veut un peu correcte. J'ai essayé, hein, mais ça n'a jamais été possible. Peut-être que je suis un mauvais amoureux dans la vie, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a un truc où j'arrive pas à... Je trouve ça pathos, moi, les chansons d'amour. J'ai rien contre ceux qui en font, ou celles qui en font. Je trouve que parfois c'est très réussi, très joli. Avant comme maintenant, il y a des sublimes chansons d'amour. Moi, j'ai jamais été capable de le faire. Par contre, des chansons de désamour, ça, j'en ai pléthore. Pour te dire que je t'aime plus, pour te dire que que c'est la fin de la relation, pour te dire que on va mourir dans notre relation parce qu'on se sent pas bien dedans. Je veux dire, alors ça, je peux vous le raconter, mais 10 000 fois, sans aucun problème. Je peux en faire 10 chansons. De mots aigus, tu le sauras bien avant moi. Je ne t'aime plus et je danse. Je ne t'aime plus et tu penses. Et Je ne t'aime plus, c'est aussi un peu un pied de nez. On m'a dit un peu que c'était un pied de nez, parce que normalement le chanteur se donne la part belle en disant je t'aime, tout ça, et que là je t'aime plus, c'était un pied de nez, à ce qui paraît, à ces chansons-là. C'est pas ce que j'ai voulu faire, mais par contre c'était pour moi intéressant d'exploiter ce truc-là, parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile de dire je t'aime plus que je t'aime, quoi. Et c'est un truc, le mettre en chanson, je pensais pas que ça allait choquer autant, mais c'est vrai que j'ai eu plein de messages qui m'ont dit il a osé faire ça. Et ça me faisait rire, je pensais que ça a déjà été fait 10 000 fois. J'ai pas une vision pessimiste de l'amour, c'est juste que moi, en effet, ça a toujours été difficile. En tout cas, je pense que c'est peut-être un petit trauma perso. Hein. Moi, j'ai pas eu de relation très longue, j'ai pas eu de trucs comme ça, je vais pas m'épancher sur ma vie privée, je pense que ça n'intéresse personne. C'est juste que, en effet, dans mon expérience, j'ai jamais été un très grand amoureux, quoi. Je suis un éternel romantique, mais pas dans les relations. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, je m'émerveille de tout, de n'importe quoi. Mais dans mes relations, on me dit souvent que je suis fade, fade, absent, ce qu'on veut. Parce que je suis pas dans ce truc-là, j'ai du mal à vivre l'amour, quoi.
Et du coup, à chaque fois, je mets des réserves, je sais pas trop où me mettre, comme si j'étais sur un fil. Donc c'est peut-être cette vision-là qui transparaît. Maintenant, vous savez tout. Hein. Je vais regretter ça. C'est pas grave, c'est dans la boîte. Le temps se va pour elle, en plus, je parle d'un ami. Je parle rarement de mes chansons d'amour. Et c'est plus le râteau d'un ami en soirée. Et quand je dis c'était pas mieux avant, c'était juste différent, c'est le petit côté social. Moi, c'est mon pote qui m'a dit c'est une galère aujourd'hui, machin à tout. Je fais bah non, c'est juste que ça a changé. C'est juste que t'es pas capable d'accepter le changement ni de le voir. Donc il y a quelque chose aussi. Et moi, je trouve que c'était pas mieux avant, personnellement. Les codes amoureux, tout le monde en a des différents. Il y a des gens qui vont aimer s'offrir des fleurs, il y en a qui vont trouver ça ringard. Il y a des gens qui vont adorer aller au cinéma ensemble, il y a des gens qui vont se dire mais rien de mieux qu'un bon footing tous les deux. Chacun a une vision différente, il y en a qui vont se mettre en couple libre, d'autres qui vont se mettre en couple exclusif et pour qui la jalousie est extrême dès qu'il y a un élément extérieur. Moi je ne comprends plus rien. donc en fait quand je rencontre quelqu'un, moi c'est une phrase qui m'a été tirée. J'étais au bar avec, on dirait que je suis tout le temps au bar mais je vous rassure c'est pas le cas. J'étais au bar avec des amis et j'ai entendu comment une fille parlait avec une autre et qui disait non mais tu vois que ce mec là on n'a pas le même langage de l'amour. Et moi je sais pas pourquoi ça m'a tilté, je me suis dit mais c'est exactement ça. C'est soit une excuse pour se dire qu'on a été nul et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve tout seul, soit c'est un truc qui explique vraiment tout. C'est-à-dire que voilà, moi par exemple je sais que je dis pas souvent je t'aime, je dis pas souvent les mots, tout ça, parce que moi j'ai pas besoin de le dire dans ma tête. J'ai l'impression que les choses sont évidentes, je le montre par d'autres faits et gestes. Par des actes, souvent, et par des façons d'être. Et je sais que dans mes relations, on m'a reproché en disant « mais en l'impression, t'es mon pote, quoi ». Et puis, c'est très, très aléatoire. Donc le langage de l'amour, ça parle de ça parle de la façon de s'aimer. Ça n'empêche pas deux personnes de s'aimer, c'est juste que quand elles s'aiment pas de la même manière, c'est compliqué pour que ça dure. C'est une vraie séance de psychanalyse. Non, mais... Moi, dans la vie, comme dans la musique, j'aime pas ce qui est noir ou blanc, quoi. J'aime la nuance, j'aime ça, c'est peut-être le truc que je retrouve le moins dans mon époque aussi. Après, c'est vraiment un avis personnel et j'engage personne là-dessus. Je trouve que tout est très extrême, tout est très tranché, radical. Moi, je dis pas comme ça, moi. J'ai un avis qui change toutes les 2 secondes, ça m'empêche pas d'avoir des convictions sur ce que je vis, sur ce que j'expérimente, et mon album, c'est un peu un retour de ça. On peut danser dans la vie le matin et puis être triste le soir. Ça veut pas dire être bipolaire, ça veut dire vivre pleinement. Et en fait, il y a un truc où aussi on nous montre toujours des gens heureux, toujours des artistes heureux, dans n'importe quel contexte. Moi, il m'arrive parfois de donner des interviews où je suis un peu plus fatigué, ça se voit en fait, mais c'est-à-dire qu'on est dans le réel. Moi, j'aime pas ce qui est caché, j'aime pas ce qui est paillette. J'aime le réel, donc le réel c'est quoi? C'est qu'on peut faire la fête, être triste dans la fête, on peut aussi être triste mais faire la fête, et finalement redevenir heureux. Il y a tellement de façons, donc c'est pour ça que... Et on peut parler de la fin du monde en ayant le sourire aux lèvres, ça n'empêche rien. Donc Et on peut aussi, je pense qu'en tant qu'artiste, on peut aborder des sujets aussi graves que le féminicide et le sans domicile fixe, tout en faisant une chanson après qui parle des romantiques et qui parle d'amour plan-plan. Ça n'empêche rien, on a le droit d'avoir plein de visions du monde, et moi j'en ai plein, et j'ai envie vraiment de les emmener dans cet album-là. Cet album, c'est pas tant que ça un message, ni une leçon, encore moins. Je suis personne pour donner des leçons, surtout à 25 ans en plus. Un artiste, c'est un regard. C'est-à-dire que moi, j'ai mon regard qui est influencé par mon petit micro social, comme ça. J'ai mes amis, qui sont souvent dans mes idées, dans mes façons de voir le monde. En fait, c'est une façon de voir les choses. On m'a demandé aussi si j'étais un artiste engagé avec des messages. Moi, je trouve pas. Enfin, je veux dire, engagé dans la vie de tous les jours, oui. Je veux dire, Hugo Brovion, il vote, mais Sam Sauvage, il vote pas, quoi. Il y a un truc un peu où c'est comme ça que je le vois. Et je me dis que l'engagement, c'est une façon d'être citoyenne, tout ça, machin, d'avoir des prises de position. Cet album-là, c'est pas une prise de position, c'est des constats. Arriver comme Johnny Hallyday en Stade de France avec l'hélico et la totale, mais faire ça au Stade de Boulogne. Non, j'ai un truc marrant, j'ai un projet dans ma tête, c'est de faire le Stade de Boulogne-sur-Mer. Ça, je me dis que là, ce serait énorme, quoi. Franchement, c'est 7000 personnes, je crois, avec il faut juste qu'on paye la pelouse, donc ça, c'est cher, parce qu'il faut protéger la pelouse, mais franchement, s'il y a un stade que je vais faire un jour dans ma vie, je me dis qu'une musique de stade, c'est incroyable, quand même. Juste pour l'expérience. C'est pas le Stade de France, mais c'est le Stade de Boulogne-sur-Mer, et là, on invite tout Boulogne, et ça, c'est cool. Merci beaucoup.